commencer cette conférence, donc qui est la deuxième conférence du cycle de conférences qui a pour titre L'histoire du féminisme chrétien, la transmission du matrimoine intergénérationnel. Ce cycle de conférences a été pensé suite à la fusion avec Feedless que nous avons eue avec Feedless en fin 2024. Euh, Feedless, donc femmes et hommes, égalité, droits et liberté dans les églises et la société, dans l'église et la société. Et donc, en fait, on voulait, en organisant ce cycle de conférences, comprendre quels étaient les contextes de nos sœurs catholiques qui se sont engagées pour l'égalité des femmes et des hommes, afin de nous inspirer de ces combats qui sont passés et qui puissent nous inspirer pour les combats à mener. Je rappelle qu'il y a déjà eu une première conférence qui a été faite par Annie Crépin. Cette conférence est actuellement disponible sur YouTube, sur le YouTube de Magdala. Et ce soir, pour cette deuxième conférence, donc on a la chance d'avoir Juliette Masquelier, qui est historienne et post-doctorante Marie Curie à Sciences Po à Paris. Juste avant de lui passer la parole, je vous informe juste que la conférence est aussi enregistrée pour qu'elle puisse être ensuite diffusée sur YouTube et que donc on aura une première partie de conférence par Juliette et ensuite une partie questions-réponses. Et pour cela, je vous invite vraiment à poser vos questions dans le chat que je lui répercuterai à la fin de ses propos. Voilà, je te laisse la parole, Juliette. Merci beaucoup. Vous pouvez toutes m'entendre. Oui, Bon, très bien. merci à toutes et tous d'être là et merci beaucoup à Magdala pour cette invitation qui m'honore. Je vais essayer de partager mon écran pour que vous puissiez voir. euh, voilà. Est-ce que ça fonctionne comme ça? Très bien. Est-ce que il y a le... Ouais, voilà. J'ai même le contrôle sur le diaporama. Là, on est au top de... Voilà. Alors, je vais commencer par me présenter, en tout cas vous expliquer un peu de quel point de vue je vais parler aujourd'hui. Donc, je suis historienne et j'ai fait une thèse sur l'émancipation des femmes dans les organisations catholiques en Belgique entre les années 60 et les années 90. Et donc, ce que je ne fais pas, c'est proposer une vision, faire des prescriptions sur ce que devrait être l'Église, sur ce que devrait être la liturgie, sur ce que ça voudrait dire d'être catholique ou d'être féministe. Ce que je fais, par contre, comme historienne, c'est observer ce qui a été dit et ce qui a été fait et essayer de comprendre un peu comment et pourquoi. Et donc, ma méthode, comme ça vous savez sur quoi je vais baser mon intervention, c'est de consulter des publications d'organisations, des archives papier, par exemple des comptes rendus de réunions, des campagnes, des contenus de formation, etc. Et faire des entretiens avec des témoins pour qu'ils et elles me racontent ce qu'ils ont fait et ce qu'ils ont vécu. Et donc, ce qui m'intéresse, c'est pas l'histoire de l'Église ou la théologie ou une histoire qui serait par le haut. Ce qui m'intéresse, c'est plus comment est-ce que les femmes du XXe siècle se sont accommodées des injonctions de l'Église sur la maternité, sur la féminité, sur la morale sexuelle, etc. Donc, comment est-ce que parfois elles ont négocié ces injonctions, comment elles s'y sont adaptées et comment est-ce qu'elles ont contesté ces normes et la manière dont elles étaient imposées par l'institution. Donc, ce qui m'intéressait, c'est vraiment de me demander comment est-ce qu'on s'accommode, comment est-ce qu'on négocie, comment est-ce qu'on conteste en restant à l'intérieur du catholicisme de plein de manières différentes. Et donc, juste, je vous partage un peu mon cheminement pour comment est-ce que j'ai construit cette recherche. Ce qui m'intéressait au début de ma recherche, c'était approfondir les rapports parfois tendus entre féminisme et catholicisme. Si je dis tendu, c'est parce que quand j'ai commencé cette recherche, c'était en 2013. Donc c'était l'année de la manif pour tous. Et c'est si j'ai du mariage entre les personnes où les catholiques étaient très vocaux et ils étaient soutenus là-dedans par une offensive institutionnelle contre ce que le Vatican avait appelé la théorie du genre et qui ciblait aussi les féministes. Et donc, j'ai commencé par travailler sur Femmes et hommes en Église, aujourd'hui Faithless, qui ont fait l'objet de la présentation d'Annie Crépin. Et donc, je vous renvoie à cette présentation, évidemment. Et donc, Faithless, Femmes et hommes en Église, qui se disaient catholiques et féministes, et même féministes parce que catholiques, et qui tenaient des positions assez radicales, voire subversives. Et en travaillant un peu sur leur histoire, je me suis dit que quand même, elles n'étaient pas très nombreuses. Et bon,
c'était quand même un réseau qui pouvait avoir jusqu'à une centaine de membres, peut-être plus, et qu'il y avait aussi une certaine constance dans les membres actifs dans Femmes et Hommes dans l'Église, et assez peu de renouvellement sur la période que j'avais pu voir. Et ces recherches-là, elles m'ont conduit à me demander ce qu'il en était dans des grands groupes de femmes catholiques, mais des grands groupes de type 100 000 personnes. Et il se trouve qu'à ce moment-là, en 2013, il y avait deux organisations de masse de femmes historiquement catholiques qui résistaient à la vague Manif pour tous, un peu à leur façon en Belgique. Elles avaient par exemple produit des fiches pédagogiques sur le genre comme outil d'analyse des inégalités et sur l'homoparentalité. Et elles organisaient des ateliers avec leurs membres à ce sujet-là. Et ces deux organisations, c'était à l'origine des organisations d'action catholique spécialisées. La première, qui s'appelle aujourd'hui Vie féminine, et qui à l'époque, avant 1969, s'appelait les Ligues catholiques, les Ligues ouvrières féminines chrétiennes, qui représentaient à peu près 160 000 femmes dans les années 50. Et la deuxième, c'était l'Action catholique rurale des femmes, la CRF, qui regroupait à l'époque dans les 25 000 membres. Alors je vous dis 160 000 femmes, 25 000 femmes. On est à l'échelle de la Belgique, donc un petit pays qui comptait à l'époque moins de 9 millions d'habitants, et seulement encore moins de la moitié étaient des francophones. Donc c'est quand même des mouvements assez imposants. Et je me suis dit, voilà, c'est ça mon sujet. Ma question, c'est élargir la recherche de traces de l'émancipation des femmes à des groupes catholiques qui sont moins radicaux, qui ne se disaient pas féministes, et qui même sur certains points étaient très conservateurs, mais qui s'organisaient entre femmes et dans lesquels, en fait, il se passait des choses. Ma question, c'était de comprendre comment est-ce que des idées et des pratiques d'égalité entre hommes et femmes pouvaient circuler, être adoptées dans ces grandes organisations de femmes catholiques. Comment est-ce que ces organisations, elles avaient réagi au féminisme des années 70? Qu'est-ce qu'elles avaient rejeté? Qu'est-ce qu'elles avaient adopté? En quelque sorte, comment est-ce qu'elles s'étaient adaptées à ces énormes changements qui ont eu lieu dans les conditions des femmes à partir des années 60? Comment est-ce qu'elles ont fait évoluer leur position? Comment est-ce qu'elles ont géré les rapports entre dirigeantes et bases de membres? Et comment est-ce qu'elles parvenaient à gérer leur diversité interne? Parce qu'il faut quand même préciser que dans ces organisations d'action catholique, c'était à la fois très hiérarchisé et très diversifié. Très hiérarchisé parce que chaque groupe local a des délégués qui se retrouvent dans des régions, chaque région a des délégués au niveau national et qui a un secrétariat national qui chapeaute le tout. Très diversifié aussi, par exemple pour les ligues ouvrières féminines chrétiennes, il s'agit de parvenir à tenir ensemble un petit groupe de femmes à Bruxelles en ville très jeune et un petit groupe de femmes au fin fond de la campagne dans le Hainaut plus âgées. Des femmes qui sont là parce qu'elles voudraient faire des cours de couture, d'autres qui veulent rencontrer leurs amis autour d'une tasse de thé tous les mercredis, d'autres qui veulent lutter contre les injustices, d'autres qui veulent partager des difficultés quotidiennes, et d'autres encore qui veulent s'opposer à l'interdiction du pantalon pour les filles dans les écoles catholiques. Autant d'exemples. Donc voilà, il y a vraiment une grande diversité dans ces mouvements. C'est vraiment ce qui m'a frappé quand j'ai travaillé sur ces mouvements. Et c'est ça que je trouve vraiment intéressant. Donc, je vais principalement maintenant vous parler des Ligues ouvrières féminines chrétiennes, donc LOFC, devenue Vie féminine, donc le mouvement d'action catholique plutôt à destination des milieux populaires, parce que je trouve que leur histoire va vraiment montrer des évolutions remarquables. Et puis, je reviendrai un peu sur la CRF, donc sur les rurales un peu plus tard. Alors, les LOFC ont été créés dans les années 1920. C'est un mouvement d'apostolat qui vise les femmes au foyer de milieux ouvriers. Donc, c'est vraiment l'idée que les classes populaires peuvent contribuer à réévangéliser les classes populaires. Donc, c'est un double objectif, empêcher la progression de l'athéisme socialiste dans le monde ouvrier et former les femmes à être de bonnes épouses, de bonnes mères de famille, de bonnes chrétiennes, qui transmettront la foi à leurs enfants et à leurs époux. Mais il faut quand même dire qu'à ce moment-là, il y a de la tension entre une certaine volonté d'autonomie des ouvriers, même des ouvriers catholiques, qui ont aussi leur propre agenda, qui défendent certains intérêts, et une volonté de la hiérarchie de l'Église qui défend l'unité des catholiques et qui défend l'ordre établi. Et arrive à définir le plus possible la dimension politique que pourraient avoir les organisations ouvrières, même catholiques. Et c'est encore plus le cas pour les femmes. Donc, à partir de 1927, les LOFC vont vraiment voir
s'effacer toute velléité de défense professionnelle qui pouvait exister encore à leur début, et leur caractère religieux va se renforcer, ça va devenir un mouvement officiel d'action catholique sous la tutelle des évêques. Donc leur action va être fortement dépolitisée, elles deviennent vraiment un mouvement de diffusion de la foi, dont les principaux centres d'intérêt sont la famille et la religion. Et en même temps, il faut quand même noter que cet engagement féminin conservateur dans le fond a une particularité, puisqu'il crée des espaces non mixtes de sociabilité entre femmes, et qui permet aux femmes de milieux populaires qui plus est de faire irruption dans un espace public qui leur était jusque-là inaccessible. Et ça, c'est pas si anecdotique que ça, c'est même vraiment très important, parce que même dans les femmes que moi j'ai pu rencontrer et qui ont pu me parler de leur engagement, c'est arrivé dans déjà la réunion du groupe, c'est le seul moment de la semaine où on est sans mari, sans enfant, sans avoir à se justifier ou quoi que ce soit. Et il y a vraiment il y avait même une vraie émotion à me raconter qu'est-ce que c'était pour la première fois de prendre la parole dans un groupe qui les écoutait elles et pas leur mari. Et il y en a que ça émouvait même bien des années après. Donc, ces espaces entre femmes, pour moi, sont vraiment fondamentaux. Donc, comme on peut le comprendre, les LEFC, c'était des grandes défenseuses de la famille. Pour elles, la mère était considérée comme le pilier absolu de cette famille. Et dans les années 30, pour protéger la famille, les LEFC militaient même pour l'interdiction du travail des femmes mariées, ce qu'évidemment, elles n'ont jamais obtenu. Mais, chose intéressante à noter, dès l'origine, elles militaient aussi pour l'égalité salariale entre les hommes et les femmes, simplement pour que les femmes célibataires puissent vivre correctement de leur travail. Et donc, fidèles à cet engagement, elles seront en 1966 parmi les soutiens de la célèbre grève des ouvrières de la fabrique d'armes à Herstal, qui revendique à travail égal, salaire égal. Et ça, c'est intéressant parce que c'est un moment qui est considéré en Belgique comme vraiment fondateur pour le renouveau féministe des années 70. Alors, dans les années 60, les LEFC vont changer de nom pour devenir Vie féminine, en même temps qu'elles vont, en quelque sorte, se convertir au grand mouvement de la promotion féminine. Mais cette promotion féminine, elles vont le traduire à leur façon. Elles défendent le droit des femmes à s'épanouir en tant que personnes à part entière, s'épanouir dans leur vie sociale, dans leur vie culturelle, et même éventuellement dans un emploi salarié. Mais à ce moment-là, dans les années 60, la famille gardait vraiment une priorité absolue. C'était aux mères qui voulaient travailler de s'arranger pour combiner harmonieusement les deux. Et c'était logique que les jeunes mères arrêtent de travailler quand leurs enfants étaient petits, par exemple. Le mouvement encourageait encore fortement les femmes à s'épanouir dans leur rôle de mère au foyer. Et par exemple, dans la revue, il y avait des articles qui montraient à quel point c'était difficile de combiner un travail et une vie de famille, ou qui montraient des témoignages de femmes un peu tristes de devoir abandonner leurs enfants pour aller travailler. Mais comme le mouvement s'adressait aux femmes des milieux populaires, il tenait aussi compte du fait qu'un emploi, c'était une obligation pour beaucoup d'entre elles. Mais son idéal, c'était vraiment que toutes les femmes puissent rester au foyer. Alors, pour autant, si elles défendent la famille, elles ne défendent pas le statu quo. Pendant 30 ans, elles vont se mobiliser pour dénoncer l'inégalité des époux devant la loi. En effet, en Belgique, jusqu'en 1976, quand un homme et une femme se marient sans passer un contrat spécifique devant un notaire, leurs biens sont mis en commun, mais c'est le mari qui tient les cordons de la bourse. En France, c'est assez similaire, donc le mariage faisait perdre aux femmes tout un tas de droits, et notamment ce qui dérangeait particulièrement Vie féminine et les LEFC, c'était cette inégalité au sein du couple. Et donc, que font les LEFC face à ce qu'elles considèrent comme une injustice? Dans les années 50, par exemple, elles sont principalement sur le front de l'information. Elles font de l'éducation populaire, elles font connaître leurs droits aux femmes. Elles les informent sur des contrats de mariage, elles leur fournissent des aides juridiques. Ici, par exemple, vous voyez une page d'information qui est très pédagogique, qui date de 1949 sur la femme mariée, c'est incapable. Et c'est plein de petits exemples comme un mari qui choisit de s'acheter une voiture plutôt qu'une maison correcte pour le ménage, un mari qui boit tout l'argent du ménage et sa femme qui ne peut rien faire. Donc on voit que c'est l'OFC, Vie féminine, jusque dans les années 60, elle militait pour une égalité juridique formelle, mais elle voulait quand même toujours privilégier un modèle où les intérêts familiaux priment sur l'autonomie individuelle et où les femmes endossent avec bonheur les rôles traditionnels d'épouse et de mère.
En 1970, pardon, en Belgique comme en France, de nouveaux groupes féministes apparaissent à grand bruit dans le paysage des mouvements féminins. Elles font des actions coup de poing, des actions médiatiques, elles font irruption dans l'espace public et elles remettent en question l'organisation sociale dans son ensemble et elles mettent au centre de leurs revendications la liberté de disposer de son corps et en particulier la contraception et l'avortement libre et gratuit. Alors comment Vie féminine va accueillir cette intervention dans ce qui était un peu son champ, à savoir le mouvement féminin? Eh ben, en fait, l'accueil est mitigé. Il ne s'agit pas du tout d'un rejet en bloc. Parce que Vie féminine va reconnaître un apport important des féministes, c'est de remettre sur le tapis la question de l'égalité des droits, la question de l'égalité de la formation des jeunes filles, de l'égalité salariale, de l'égalité civile, tous des combats que Vie féminine menait déjà à cette époque-là. Donc pour Vie féminine, c'est très positif qu'il y ait un nouvel élan qui soit créé grâce aux féministes. Par contre, Vie féminine va chercher à se distinguer sur plusieurs points. Premièrement, sur les méthodes. Les nouvelles féministes sont radicales, elles font des actions bruyantes dans la rue. Et Vie féminine va se positionner comme le mouvement modéré. En fait, le mouvement mature par rapport à des féministes immatures qui débordent. Pour Vie féminine, ces nouvelles féministes-là, ce sont des bourgeoises de la ville et Vie féminine va plutôt choisir de se positionner du côté de la réalité de la vie des femmes. Alors, qu'est-ce que c'est cette réalité de la vie des femmes pour Vie féminine? Eh bien, c'est la famille. Elle va essayer de se distinguer des féministes en disant que les féministes, elles critiquent la famille et mettre en avant, au contraire, la complicité entre mari et femme, exactement comme Fédélès, Femmes et hommes dans l'Église, développait l'idée du partenariat pour se distancer de la guerre des sexes qu'on imputait aux féministes qui, soi-disant, n'aimeraient pas les hommes ou seraient contre les hommes. Enfin, l'autre rupture importante entre Vie féminine et les féministes, c'est la question de l'avortement. Les féministes réclament l'avortement libre et gratuit. Et pour Vie féminine, ça par contre, c'est absolument impossible d'y souscrire. Rupture complète. Mais en fait, c'est un petit peu plus compliqué que ça. Dès 1973, en fait, Vie féminine réfléchit quand même à cette question de l'avortement en interne. Et notamment en tant que mouvement populaire, elle est très sensible à la question des contraintes psychologiques, sociales et économiques que peuvent rencontrer les femmes. Mais ces réflexions-là, elles vont rester très confidentielles. Parce que, à cette époque-là en Belgique, les évêques et les partis sociaux chrétiens tiennent une ligne absolument infranchissable sur la question. Ils imposent un front commun catholique et le débat est complètement étouffé, donc on n'en entend pas parler. Alors les positions de Vie féminine vont évoluer au tournant des années 80. Pourquoi? Alors d'une part, le féminisme radical est en voie d'institutionnalisation dans les années 80. Les petits groupes de militantes, c'est un petit peu fini. Ces groupes vont devenir des associations qui vont travailler sur des thèmes plus précis, comme par exemple les violences conjugales, le viol, ou chercher à faire pression sur les parlementaires. En 1975, il y a aussi eu l'Année internationale de la femme de l'ONU qui a ajouté quand même une couche de respectabilité sur le combat féministe et qui a mis en question, qui a mis en avant, pardon, la question de l'indépendance financière des femmes. Et c'est à partir de cette question-là que les lignes vont bouger chez Vie féminine. Deux actrices vont faire bouger ces lignes. Les premières, c'est les groupes de jeunes femmes. Ici, par exemple, vous voyez une, euh, une image qui vient d'une petite brochure qui s'appelle L'équipe, qui est donc la brochure mensuelle des groupes jeunes femmes de Vie féminine. Celle-ci date de 1980 et elle porte un titre important, Être autonome. Parce que ces groupes jeunes femmes, donc au début des années 80, elles vont mettre la question de l'autonomie à l'ordre du jour. Parce que cette jeune génération, parmi elles, beaucoup de femmes ont fait des études et elles aspirent à poursuivre une carrière au-delà des premières années de leur mariage. Et donc, la question de l'autonomie, pour elles, c'est un sujet de préoccupation de premier plan. L'autre groupe qui va prendre la parole à ce moment, ce sont les femmes séparées et divorcées. Alors, à cette époque, à Vie féminine, les femmes divorcées sont encore considérées un peu comme de pauvres femmes malheureuses abandonnées par leur mari et qu'il faudrait aider. Ici, vous voyez un petit peu le type de visuel qu'on pouvait trouver en 1960 ou en 1970, où on voit la tristesse de l'enfant, la difficulté, etc. À partir de 1976, ces femmes séparées et divorcées, elles vont former leur propre groupe au sein de Vie féminine. Ça va s'appeler les groupes femmes autonomes. Et elles vont se mettre en mouvement
pour contrer cette image de victime et pour affirmer leur posture de femmes indépendantes dans la société, mais aussi dans le mouvement. Et donc leur combat va permettre à Vie féminine de conscientiser l'importance de la question de l'indépendance financière et donc d'en arriver à réfléchir à défendre non pas les droits familiaux, mais les droits individuels. Et donc c'est à ce moment-là, donc en ce début des années 80, que l'idéal d'épanouissement féminin que portait le mouvement depuis le début des années 60 va devenir un idéal d'autonomie pour les femmes. Alors comment est-ce que Vie féminine va porter cette idée de l'indépendance financière des femmes? Eh bien, ça commence très simplement par, dans la revue, véhiculer des modèles positifs. Quand on compare le discours dans les années 60, où les articles essayent de décourager un peu les femmes de travailler en montrant que c'est vraiment dur de combiner le travail et la vie de famille, en publiant les témoignages de ces mères tristes qui abandonnent leurs enfants pour aller travailler. Dans les années 80, on est dans un tout autre modèle. Dans la revue de Vie féminine, on explique que c'est super important pour les enfants de développer leur indépendance. On montre l'exemple de femmes qui combinent un travail, une super famille, qui animent des groupes pour Vie féminine en plus. On montre une femme qui raconte comment ça fait du bien à son couple, comment est-ce qu'elle s'organise pour que les enfants rentrent sans elle de l'école, etc. Donc vraiment, on voit radicalement changer les modèles qui sont proposés à toutes leurs lectrices. Et sur les questions économiques, c'est là que vont se nouer les premières grandes collaborations avec des mouvements féministes, féminins et syndicaux de tous bords, et donc que Vie féminine va sortir de sa sociabilité habituelle avec les organisations chrétiennes. En 1982, Vie féminine va rejoindre la plateforme Femmes contre la crise et elle va participer à l'organisation de la 10e journée des femmes à Charleroi et à la grande manifestation que vous pouvez voir ici avec les petites bannières de Vie féminine dans le coin en bas à gauche, la grande manifestation de cette journée des femmes. Et elles vont revendiquer le droit au travail, le droit aux indemnités de chômage et le droit à l'indépendance économique. Donc on est dans un contexte de crise économique et c'est ce contexte-là qui va vraiment révéler la nouvelle orientation de Vie féminine pour la défense des droits individuels des femmes en dehors de toute considération familiale. Par exemple, il s'agit de demander un droit individuel à la sécurité sociale et à des allocations de chômage qui ne fassent pas référence est-ce qu'on est chef de famille, est-ce qu'on n'est pas chef de famille, etc. Mais cette évolution, elle n'est pas sans heurter certaines sensibilités. Malgré toute la pédagogie, les explications dans le magazine, euh, les ateliers, en fait, la participation de Vie féminine à cette manifestation, dans laquelle sont aussi les féministes en 1982, ça va faire un peu scandale pour certaines membres, et certaines vont quitter le mouvement. Mais les dirigeantes vont persister dans ce sens. Un autre exemple de la difficulté que ce changement d'orientation peut créer, c'est par exemple dans les entretiens que moi j'ai menés avec des femmes qui étaient membres de Vie féminine à l'époque. En fait, à l'époque, la plupart des membres de Vie féminine sont encore des femmes au foyer. Et donc, le discours de Vie féminine a énormément changé en faveur des femmes qui travaillent, etc. Mais parmi leurs membres, il y a quand même encore beaucoup de femmes au foyer. Et certaines m'ont dit, par exemple, qu'elles avaient eu l'impression d'être un peu négligées ou d'être un peu comme passées de mode parce que les dirigeantes, justement, étaient toujours à encourager à travailler. Donc, on voit que si sur la question de l'indépendance financière, on a une impulsion au changement qui est venue d'en bas, des jeunes et des séparés divorcés, et puis qui a été relayée par les dirigeantes, en fait, toucher l'ensemble du mouvement, c'est quand même pas si facile, et donc il y a quand même des frictions autour de ça. En parlant de friction, un autre sujet revient à l'agenda dans les années 80, la dépénalisation de l'avortement. Alors, je vais vous rappeler rapidement la chronologie belge parce qu'elle est assez différente de la France. En Belgique, la question de l'avortement est portée sur le devant de la scène politique en 1971. D'une part, par une proposition de loi pour dépénaliser l'avortement durant les 15 premières semaines de grossesse, et aussi par des centres de planning et des groupes féministes. Et face à cette proposition de loi, les catholiques vont faire front. Ils sont absolument contre et ils crient contre l'idée d'autoriser l'avortement à la demande. Alors, Vie féminine, on en a déjà un peu parlé, elle est aussi contre la dépénalisation de l'avortement en 1971, mais en interne, elle présente à ses membres une position plus nuancée.
Mais ces nuances, elles vont être complètement étouffées par ce front commun catholique anti-avortement, au premier rang duquel on trouve les évêques et les partis socio-chrétiens. À partir de 1975, les féministes et le mouvement laïque vont parvenir à mettre en place un réseau de centres de planning militants qui pratiquent illégalement des avortements, mais avec toutes les garanties médicales pour que ça se passe bien pour les personnes qui y ont recours. Au niveau parlementaire, la question va rester en débat au Parlement pendant 15 ans. Pourquoi? Parce que les partis socio-chrétiens bloquent et qu'il se trouve qu'ils ont un grand poids électoral, qui sont de tous les gouvernements. Comme vous le savez, les gouvernements en Belgique, c'est des coalitions de plusieurs partis. Les partis socio-chrétiens sont de tous les gouvernements. Et pour préserver la stabilité institutionnelle du pays, légiférer sur l'avortement devient une contre-priorité politique. Donc pendant 15 ans, il ne va rien se passer au niveau parlementaire. À partir du début des années 80, des poursuites judiciaires vont être engagées contre les féministes et les médecins laïcs qui faisaient ces avortements euh, illégaux, mais pas clandestins, au vu et au su de tous. Et c'est à ce moment-là que les dirigeantes de vie féminine vont changer leur position sur la dépénalisation. Mais d'abord entre elles. Elles vont s'accorder sur le fait que les avortements clandestins sont un véritable problème et que dans un pays pluraliste, chacun devrait avoir le choix pour lui-même. En fait, elles vont reprendre des idées avec l'aide d'une organisation de pastorale familiale qui s'appelle le Centre d'éducation à la famille et à l'amour, le CEFA, qui est aussi catholique. Elles vont reprendre un raisonnement qui est le raisonnement de la responsabilité des chrétiens face à leur conscience. C'est un raisonnement qui avait été développé au moment de Humanité en 1968 par des catholiques qui plaidaient le libre choix face à sa conscience en matière contraceptive. Et donc, c'est l'idée de considérer que la morale n'a pas sa place dans la loi, que c'est une question personnelle. Et ici, ce qui est intéressant, c'est que pour les dirigeantes de vie féminine, le problème, ce n'est plus la position des évêques. Elle n'a pas changé. Le problème, ça va être la résistance des membres. Tout l'enjeu ici, ça va être de convaincre leurs membres. Parce que beaucoup de membres de vie féminine continuent à considérer que l'avortement, c'est un meurtre, et beaucoup d'entre elles sont encore très attachées à la position des évêques sur la question. Et pendant 5 ans, les dirigeantes de vie féminine vont faire campagne en interne pour informer leurs membres, pour diffuser cette réflexion autour de la responsabilité individuelle des chrétiens et euh, pour diffuser cette idée de pluralisme, l'idée que un mouvement chrétien peut, sans défendre l'avortement, défendre la liberté de chacun et de chacune de prendre ses responsabilités en conscience face à Dieu et à la morale sans être contraint par la loi. Et la présidente de Vie féminine de l'époque va avoir très à cœur d'aller visiter tous les groupes locaux, de donner des conférences partout pour convaincre les membres du bien fondé de cette dépénalisation. Donc le cœur de l'argument, c'est vraiment le pluralisme. Non pas il faut accepter l'avortement, mais il faut accepter que la loi autorise d'autres personnes à y recourir dans une perspective chrétienne de tolérance de l'autre. Ici, ce que vous voyez, c'est une affiche qui n'est pas une activité à proprement parler de vie féminine, mais c'était des comités dont certains groupes de vie féminine faisaient partie et dont le but, c'était vraiment d'engager un dialogue pluraliste autour de l'avortement. Ça s'appelle Rencontre entre chrétiens et non-chrétiens. Et en 1986, Vie féminine va parvenir à une décision démocratique. Les membres et leurs représentantes vont voter le soutien à la dépénalisation de l'avortement. Et Vie féminine, avec d'autres organisations de femmes chrétiennes, comme l'Action catholique rurale des femmes, va soutenir officiellement cette loi de dépénalisation. Et de nouveau, cette prise de position n'est pas sans conséquence. De nombreux membres vont quitter le mouvement pour marquer leur désapprobation. Mais les dirigeants ne sont pas découragés et elles vont s'engager dans un lobbyisme parlementaire intense pour convaincre les parlementaires des partis chrétiens de voter en faveur de la loi. Donc ce qu'on voit, c'est qu'entre 1971 et 1989, la loi de dépénalisation de l'avortement en Belgique est votée en 1989, Vie féminine, et elle est promulguée en 1990, Vie féminine va donc prendre ses distances avec l'épiscopat. Elle n'est plus contrainte dans ses décisions par l'épiscopat. Par contre, ce qui me semble aussi très intéressant, c'est la volonté de défendre la dépénalisation de l'avortement en tant que mouvement chrétien et en s'alliant à d'autres mouvements chrétiens. Dans les années 80, Vie féminine va apporter un regard de plus en plus critique sur l'institution ecclésiale
leur aumônier national, qui s'appelle Monon, va défendre dans les pages de la revue l'accès des femmes à la prêtrise, et les dirigeantes de vie féminine vont s'adresser, parfois publiquement, à l'épiscopat pour critiquer certaines positions. Et c'est à partir de cette époque-là que Femmes et hommes dans l'Église va devenir vraiment une inspiration pour vie féminine, en tout cas une ressource. D'ailleurs, si vous regardez un petit peu sur, euh, sur les différents documents, on voit que la signature Femmes et hommes dans l'Église, avec tous les autres groupes qui les ont rejoints, euh, par exemple, pour écrire aux évêques. Donc, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que donc, dans ces années 80, on est dans une phase, on va dire, de raidissement autoritaire dans l'Église. Après ce grand mouvement d'ouverture du Concile, la papauté, en quelque sorte, va refermer les nombreuses portes qui avaient été ouvertes par le Concile, par exemple sur la prêtrise des femmes. Et sur la question du féminisme, le règne de Jean-Paul II va susciter beaucoup de réactions. Jean-Paul II va développer une théologie de la femme qui présente comme un nouveau féminisme et qui promeut l'épanouissement de la femme selon sa richesse essentielle. Donc, il fait certes évoluer le discours traditionnel de l'Église sur les femmes, mais de façon vraiment très ambiguë. Il le modernise en mettant en avant les femmes, en admirant les femmes, mais il réaffirme aussi avec force la spécificité de la nature féminine, de l'essence féminine qui les prédispose à la douceur, à la soumission, à la maternité, etc. C'est par exemple ce qu'il fait dans la lettre apostolique Mulieris Dignitatem en 1988 ou dans la lettre aux femmes en 1994. Et à l'apparition de Mulieris Dignitatem, Vie féminine va s'associer à d'autres organisations catholiques belges et aussi à Femmes et Hommes dans l'Église en l'occurrence, pour adresser une critique au cardinal de Malines, Gottfried Danels. Et il pointe la manière dont Jean-Paul II valorise la spécificité féminine et la complémentarité, et il les critique au nom de l'Évangile et de la réalité des vies des femmes qui est éloignée de ces images idéales que propose le pape. Et donc pour Vie féminine, l'exaltation de la femme dans sa maternité est problématique parce qu'elle enferme les femmes qui ne sont pas que des mères. Alors cette position ne va pas être évidemment partagée par tout le monde. Et au même moment, dans l'action catholique rurale des femmes, au contraire, plutôt on se réjouit que le Vatican s'intéresse enfin aux femmes, non pas parce que ça les satisfait, mais parce que ça leur donne à espérer que ça pourra amener des changements dans l'Église qui pourraient devenir plus égalitaires. Donc j'en reviens à la CRF, l'Action catholique rurale des femmes, qui n'a pas suivi exactement le même chemin que Vie féminine. Alors sur certains points, par exemple le soutien à la dépénalisation de l'avortement, elles sont ensemble. Sur Mulieris Dignitatem, par contre, la CRF va plutôt être encline à saluer avec espoir un changement possible à venir dans l'Église, à savoir la prise en compte des femmes, alors que Vie féminine assume une position bien plus critique. Alors parmi les raisons de ces divergences, il y a probablement un public différent auquel elle s'adresse. En l'occurrence, la CRF s'adresse à un public rural plus âgé, plus conservateur que celui de Vie féminine, et aussi elle a beaucoup moins de relais au niveau politique. La CRF reste plutôt un mouvement, on va dire, socio-culturel qu'un mouvement social. Vie féminine est quand même beaucoup plus revendicative, alors que la CRF va plutôt être dans l'accompagnement de ses membres à travers un monde qu'elles ne comprennent pas toujours. Et dans les années 80, la CRF va poursuivre cette mission d'aider ses membres à s'adapter aux changements sociaux à travers un nouveau thème, le pluralisme des valeurs. En fait, à mesure que les formes familiales commencent à se diversifier, donc c'est toujours l'idée des divorces, des remariages, des familles recomposées, etc., la CRF va assouplir sa position sur ces questions-là, sur le divorce, sur le remariage, sur la cohabitation des mineurs. La famille va vraiment rester une de ses principales préoccupations, mais elle va associer la famille désormais à des valeurs de liberté, de tolérance, de plaisir, de bonheur, qui vont ouvrir la voie vers de nouveaux modèles. Et ce qui est intéressant, c'est que à la CRF aussi, on va avoir des membres qui protestent. Euh, Il y a des membres qui vont protester dans les pages du journal qui s'appelle Plein Soleil contre ces positions, par exemple sur le divorce et sur le remariage, qu'ils jugent indignes d'un journal catholique. Et ces protestations, ça va devenir vraiment un enjeu majeur pour la CRF à la fin des années 80. L'organisation va adopter deux stratégies pour essayer de concilier ce nouveau discours qu'elles veulent porter avec leurs membres les plus traditionnalistes. La première, c'est de continuer à justifier les nouvelles formes de famille sur la base des valeurs essentielles du mariage chrétien. La deuxième, c'est de consacrer des campagnes entières à sensibiliser les membres
à la nécessité de tolérer les valeurs des autres et donc le pluralisme. Ici, vous voyez par exemple la campagne de 1986. Je vis des valeurs, les autres aussi. Et donc, forte de sa crédibilité auprès des femmes chrétiennes, la CRF va vraiment jouer un rôle de transmission de nouvelles valeurs et notamment des valeurs d'égalité et d'autonomie vers ce groupe, vers leur public. Et les campagnes autour du pluralisme des valeurs, elles s'inscrivent aussi dans le cadre d'efforts continus de la CRF pour aider leurs membres à s'adapter aussi aux changements religieux. Au cours des décennies post-concile, la CRF va développer un discours chrétien de libération basé sur une lecture des évangiles et inspiré par les théologies de la libération sud-américaine. Celui qui en est le porte-parole dans Plein Soleil, c'est leur aumônier qui s'appelait le père René Hardy et qui mettait vraiment dans ses contributions à la revue l'accent sur la distance par rapport aux lois et par rapport aux dogmes. Il était très critique de la quête perpétuelle de l'approbation des prêtres et il voulait mettre en avant la liberté, la responsabilité personnelle des femmes chrétiennes. Et c'était même jusqu'à inciter ces femmes à abandonner une foi qu'ils considéraient comme un peu trop traditionnelle pour aller vers une foi plus adulte. Et donc, ce catholicisme de libération que les aumôniers développaient dans Plein Soleil, il suscitait aussi souvent la colère des lectrices. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment dans le magazine que donc cette colère, les, les dirigeantes publiaient les lettres des femmes qui n'étaient pas d'accord. Et donc, c'est vraiment au sein du magazine que ces conflits étaient résolus publiquement. Et donc, dans les années 80, la CRF présentait les valeurs évangéliques comme pluralistes. Et donc, c'était vraiment autour du respect des opinions individuelles qui était la clé du vivre ensemble. Alors, j'en arrive à ma conclusion. Ça va être un peu plein de choses plic-ploc. Mais donc, ce qui me semble assez important, c'est pas seulement d'observer qu'est-ce qui est différent entre Vue féminine et la CRF, mais ce qui est similaire entre les deux. Et moi, je pense que ce qui est similaire entre les deux, c'est cette volonté éducative et toutes ces stratégies qui sont mises en œuvre pour parvenir à maintenir ensemble les membres anciennes, les membres plus jeunes, et faire coexister ces points de vue divergents à l'intérieur d'un même mouvement. Alors, ce qu'on a pu voir sur ce petit historique qui a été assez vite, et j'ai certainement oublié énormément de choses, donc les questions seront très bienvenues, mais c'est que ces mouvements, en fait, sont très plastiques. Ils vont vraiment beaucoup évoluer euh, et survivre jusqu'à aujourd'hui. Ils ont respectivement 105 et 115 ans, mais c'est deux mouvements qui existent encore. Leur taille en fait des mouvements qui en fait évoluent lentement, qui sont pas très radicaux, qui sont parfois aussi critiqués parce qu'ils sont pas suffisamment radicaux. Et en fait, à Vie féminine, c'est même explicité dans les archives ce rapport de radicalité versus taille, c'est de dire non, mais on peut pas prendre une position trop radicale parce que ce qui est important pour nous, c'est de tenir tout le monde ensemble. Et donc, ce qui perdure au sein de ces mouvements, c'est vraiment cette perspective d'éducation populaire qui change de nom pour devenir éducation permanente, même si en fait on voit que ça n'a pas toujours pu résoudre les crises et que certaines crises sont aussi résolues par des départs. Ce qui peut être mentionné, c'est évidemment l'évolution du rapport à l'institution ecclésiale en 100 ans, vers de plus en plus d'autonomie, une autonomie qui permet à ces deux mouvements, je commençais là-dessus, d'aborder avec beaucoup de souplesse aujourd'hui les crispations de l'Église, par exemple sur le mariage homosexuel ou sur la question du genre. Ce qui me paraît intéressant, c'est que ces deux mouvements sont vraiment des courroies de transmission pour des valeurs d'égalité et d'émancipation. Pourquoi est-ce que c'est des courroies de transmission qui fonctionnent? C'est parce que ces deux mouvements sont vus comme légitimes euh, auprès de ces femmes catholiques et que pour elles, participer à ces groupes, ça ne demande pas une transgression, c'est totalement accepté socialement. Ces membres ont aussi été des vrais soutiens pour aider leurs membres à s'adapter à des changements, à comprendre des changements que parfois elles ne désiraient pas mais qu'elles ont subis. Et puis, ce qui me paraît aussi important de mettre en avant, c'est que finalement, ces mouvements, ces grands mouvements, ils mobilisent plein d'outils qui ont été forgés par d'autres groupes chrétiens, des plus petits,
plus radicaux, par exemple Fedeless, par exemple le Centre d'éducation à la famille et à l'amour. Et toutes ces ressources, toutes ces manières de penser la catholicité différemment, elles sont réutilisées, parfois elles sont adoucies, mais il y a vraiment une complémentarité entre les différentes formes d'engagement et une vraie circulation des idées entre les endroits où elles sont produites et puis comment est-ce qu'elles font pour arriver jusqu'aux personnes. Et alors je vais terminer en concluant sur euh, la question de la religion et je voudrais relier l'histoire que je viens un peu de faire à l'idée de religion pour mémoire que propose Daniel Hervieux-Léger. C'est l'idée que l'essence de la religion résiderait précisément dans la conscience individuelle et collective d'appartenir à une ligne de croyance particulière. Et je trouve que cette idée, elle est assez intéressante et importante pour penser ces mouvements parce qu'ils ont un rapport très fluide avec leur histoire. Ils sont sans cesse en train de se référer à la longévité de leur mouvement, à ce que leur mouvement faisait, alors qu'en fait, leurs positions ont énormément évolué et c'est plus du tout les mêmes valeurs qui sont mises en avant comme on a pu le voir aujourd'hui. Et donc, c'est l'idée que, en fait, leur identité ne réside pas dans une immuabilité de valeurs, mais qui sont dans une réinvention constante de leur identité et une réinterprétation permanente à la lumière des défis du présent. Voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté.